Je ne vais pas vous raconter toutes les 5 années de persécution que je viens de subir et que je continue à subir d'ailleurs en France. Mais je commence toujours par un argument simple. Natif du Cameroun, je suis naturalisé citoyen français en 2002. En ma qualité de conjoint d'une Française de naissance, dont une partie de la famille est originaire de l'île de la Réunion. Vous comprenez? Quand je suis naturalisé français en 2002, donc bénéficiant ainsi de ce qu'on appelle la double nationalité, M. Chirac est président et j'ai déjà écrit 15 livres. Certains publiés en Côte d'Ivoire et d'autres publiés en France traitent déjà de mon engagement contre les dictatures africaines et contre le néocolonialisme français. Mais manifestement, je n'étais pas encore connu. Je vous le dis, moi j'ai ouvert ma page Facebook, je pense, en 2003. Ma page Twitter, je crois que c'était en 2011 par là. Ma page YouTube quelques années avant ou après. Mais j'étais écouté par 10 personnes, 20 personnes. Et mon public principal, c'était celui que je rencontrais dans les déplacements, dans des conférences que je donnais à travers la France, en tant que secrétaire général de l'association des Camerounais, des étudiants camerounais de Poitiers d'abord. Par la suite, j'ai été vice-président de la section de France de l'Union des populations du Cameroun, le parti qui s'était battu contre le colonialisme français. J'ai été membre du Parti socialiste français et dans ce cadre-là, j'ai participé et donné plusieurs conférences à travers la France, l'Europe et même par la suite le Moyen-Orient, l'Amérique, dans lesquelles je disais exactement ce que je suis en train de dire actuellement. Là, mon public a un peu augmenté. Je commençais à être écouté par, mettons, des centaines, des milliers de personnes. D'accord, ça c'est les années, on va dire, 2010 en montant. Je vous rappelle même une anecdote. En 2009, le dictateur camerounais Paul Biya était de passage en France. Et nous avons organisé, avec le collectif des organisations démocratiques, avec le collectif des partis politiques de l'opposition camerounaise à Paris, une manifestation près de l'Assemblée nationale à Paris. C'était sur la place Blaise et Rio, si je me souviens bien. Nous avons organisé une manifestation où nous protestions contre les honneurs qui étaient faits au dictateur Paul Biya, qui venait d'être responsable en 2008 du massacre de plus de 200 Camerounais manifestant dans le cadre des émeutes de la faim au Cameroun. Parmi lesquels notre camarade Jacques Tiwa, assassiné le 27 février 2008, 27 ou 28 février 2008, à Ndokoti par Paul Biya. Alors, pendant que nous manifestions, j'avais pris la parole au mégaphone. Et comme quand je suis dans une place, je regarde non pas simplement ce qui est autour de moi, mais ce qui est le plus loin possible. Regardant un peu loin, dans un bar qui était juste à l'opposé de la place Blaise Rio, je vois un certain monsieur François Hollande. Il était alors premier secrétaire du Parti socialiste, député de Tulle, qui était en train de siroter une bière en compagnie d'une midinette, qui devait s'avérer l'une de ses premières compagnes, pas Julie Gaillet, mais il y en avait une, oui, Valérie Trierweiler. François Hollande sirotait tranquillement sa bière pendant que nous, les Camerounais de France ou des Franco-Camerounais, nous étions en train de nous plaindre de la dictature de Paul Biya. Alors j'ai eu le nez creux, avec le mégaphone, de tenser directement François Hollande, en disant que pendant que les Africains de France sont en train de dénoncer les relations coupables entre l'élite politique française de tous les bords et les dirigeants les plus corrompus, les plus violents d'Afrique, M. Hollande, soi-disant premier secrétaire d'un parti qui se dit socialiste, c'est-à-dire de gauche, c'est-à-dire anticolonialiste, M. Hollande sirote tranquillement une bière en nous contemplant aux côtés de sa midinette. François Hollande, qui était un politicien très rusé, se rendant compte qu'il y avait plusieurs caméras qui étaient allumées et que cette affaire allait partir en mondovision, avec les images de lui et de sa midinette en train de boire tranquillement leur bière pendant que les Africains s'égosillent à dénoncer un dictateur africain, Hollande traversa la rue et demanda à prendre la parole. Il prit la parole dans notre meeting et promit qu'en sa qualité de premier secrétaire du Parti socialiste, il adresserait une protestation au président Nicolas Sarkozy
pour les amabilités qui étaient faites à l'un des pires dictateurs africains, Paul Biya du Cameroun. Hollande le fit vraiment. Il le fit, on vérifia qu'il écrivit cette lettre de protestation. Mais c'est ainsi que nous fûmes un peu convaincus qu'en l'accompagnant comme candidat à l'élection de 2012 pour le Parti socialiste, nous fûmes convaincus que M. Hollande, j'ai gardé ce drapeau en souvenir de la campagne à laquelle j'avais participé, donc comme militant du Parti socialiste, nous fûmes convaincus que M. Hollande, en devenant président de la République, pourrait peut-être être le président de la République qui allait décoloniser la France. J'ai gardé ce drapeau, hein. Vous voyez la date 2012. Je l'aurai toujours. Quand je verrai M. Hollande avec ce drapeau, j'aurai des choses précises à lui dire. Comme Barack Obama, j'ai gardé les factures de mes contributions à ses campagnes présidentielles. À sa première campagne présidentielle. Je crois que j'ai donné l'équivalent de 200 € comme ça, à l'époque. La campagne présidentielle numéro 1 d'Obama. J'ai contribué. Hein. Quand je verrai Obama, je me présenterai avec les factures et je vais avec les intérêts aussi. Bon. Hollande, qui est un politicien extrêmement trompeur et roublard, rédigea un programme alléchant. Dans ce programme, il y avait une proposition clé qui était la proposition numéro 58. Dans cette proposition, François Hollande disait « Je mettrai un terme à la France-Afrique ». On en avait discuté à l'intérieur du Parti socialiste pour dire mettre un terme à la France-Afrique, c'est retirer les bases militaires. Mettre un terme à la France-Afrique, c'est supprimer le franc CFA. Mettre un terme à la France-Afrique, c'est arrêter de soutenir des coups d'État, d'organiser des coups d'État dans le dos des peuples africains pour imposer des dirigeants corrompus, comme Ouattara Draman ou Biya à la tête de nos pays. Et enfin, mettre un terme à la France-Afrique, c'est arrêter la répression culturelle contre le peuple africain. Laisser les Africains parler leur langue, réenraciner leurs institutions dans leur propre tradition, mêlez-vous de vos affaires. Et vous aurez d'excellentes relations avec les pays africains. À l'intérieur du Parti socialiste, moi qui suis devant vous, j'ai mené ce plaidoyer pendant près de 8 ans. Mais François Hollande, devenu président, nous a trahis. Voilà comment, un certain jour de 2014 ou 2015, il était encore président, Hollande s'est permis de rédiger un avant-projet de loi qui prévoyait de déchoir de la nationalité française les citoyens français d'origine étrangère qui pourraient critiquer éventuellement ou qui pourraient s'opposer à une certaine action de la France à l'étranger. Astaghfirullah. Hollande, qui nous avait promis de mettre un terme à la France-Afrique, se mit à accueillir les mêmes dictateurs africains qu'il avait dénoncés avec nous sur la place Eriou. Je pris ma carte du Parti socialiste et je la jetai à la poubelle. Je n'ai gardé du Parti socialiste que ceci. Le grand mensonge de François Hollande à l'Afrique. Il est redevenu député de Tulle, François Hollande, puisque la politique est, pour lui, sa seule façon de vivre. J'espère qu'un jour, je le croiserai et que je lui dirai tout le mal que je pense de la trahison de l'Afrique à laquelle il a procédé. Bon, je tourne cette page. Je reviens à moi. Dans les années 2014, en montant, je continue à publier des livres, des tribunes, en particulier qui portent sur la dénonciation des dictatures africaines. En 2014, j'ai écrit mon grand livre contre la dictature du Cameroun, critique de la tragédie camerounaise. J'écris plusieurs livres sur la crise ivoirienne, la crise sahélienne, la crise civilisationnelle africaine. J'écris de la poésie, j'écris de la littérature, je publie. Mon public commence à monter à, mettons, 5 000 à 10 000 personnes. Nicolas Sarkozy est président. Je le critique sévèrement. Si vous retrouvez ce que j'ai écrit sur Nicolas Sarkozy, c'est encore plus dur même que ce que j'ai écrit sur Macron. Pour dénoncer, justement, ce néocolonialisme décomplexé qu'incarnait Sarkozy. L'homme qui a prétendu que les Africains, les créateurs de l'histoire, les créateurs des mathématiques, de la science, de la philosophie, de toutes les sciences et les arts, il a osé prétendre que nous n'étions pas encore entrés dans l'histoire. Alors que le peuple hongrois dont il est descendant est un peuple issu de la cuisse des Africains, en xème, énième génération, à la suite de la perte de la mélanine. Et longtemps après que les Africains aient produit des civilisations immenses, dont aucune de ces civilisations immenses ne peut souffrir la comparaison avec les civilisations hongroises. Sarkozy, il a dit ça
à l'endroit où on peut le dire facilement en Afrique, à Dakar, le pays des aventuriers ambigus. Aucune réponse ne lui a été faite, séance tenante. Nous avons critiqué Sarkozy tout le temps qu'il était au pouvoir. Nous avons dit tout ce que nous pensions de sa politique néocolonialiste en Afrique. Et sa grande participation à l'assassinat de son bienfaiteur, Muammar el-Kadhafi, nous est resté en travers de la gorge. Tout comme nous n'oublierons jamais que lui, M. Sarkozy, est celui qui a dit ceci. M. Sarkozy, vous êtes là? Quel est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité? Sarkozy. Prenez la parole pour faire votre autoportrait. Nicolas Sarkozy, vous êtes là? C'est plus facile ici, à la maison, de vous redonner la parole. C'est plus facile. Monsieur Sarkozy. Juste après la pub, Monsieur Sarkozy. Neurobian B vitamins relieves nerve pain at the root on va lui donner to la parole. help stop these symptoms. Ask your On va lui donner la pharmacist parole. about Neurobian Monsieur B Sarkozy, vitamins. amenez-vous, on veut savoir. Oui, L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal très bien. où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà, C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, voilà. c'est l'Europe. Merci. Et je vais vous dire autre chose. Oui, oui, Monsieur Sarkozy. C'est pas au Moyen-Âge, Ouais, c'est au XXe siècle. très bien. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Oui, C'est en Europe qu'on s'est battu. ouais, Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, ouais. puisqu'on a oublié la Bosnie. Ah. Et vous avez Si oublié vous la n'avez Libye. pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Bon, Monsieur Sarkozy, c'est bon. Et Non, vous, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon. Vous avez reconnu que vous êtes un barbare, vous êtes un sauvage politique. C'est vous qui avez tué Kadhafi, c'est vous qui avez détruit la Libye, et vous avez reçu des dizaines de millions de dollars par-dessus tout pour financer votre carrière politique. Ce sont les juges français même qui l'ont reconnu. Mais vous, vous êtes libre. Hein. Vous promenez librement. Je pense que quand vous arrivez à l'aéroport, vous n'êtes pas l'objet d'interrogatoire musclé comme moi. Bon, enfin. Monsieur Sarkozy, merci quand même de ce moment de lucidité. Donc, on arrive à Nicolas Sarkozy président. Je continue à publier des livres sur l'Afrique, des livres sur la politique africaine de la France, à donner des conférences. François Hollande bat Nicolas Sarkozy en 2012. Je continue cette critique, y compris contre François Hollande, quand il se retourne contre les Africains de France pour en faire le marchepied de sa tentation de flatter l'électorat d'extrême droite. Je continue à publier des livres et à donner des conférences. Sous le président Hollande, il m'arrive rien du tout. Arrive au pouvoir, eh bien en 2017, le président Emmanuel Macron. Je continue la même activité citoyenne. Je publie des livres. Je publie des conférences. Là, maintenant, je suis écouté par des centaines de milliers, un peu. Ça commence à être des millions de personnes. Et un jour de 2021, je suis convoqué dans le cadre professionnel où je n'ai jamais fait état de mes convictions politiques personnelles. Je suis convoqué au rectorat de l'Académie de Normandie pour me dire, Monsieur Niamsi, on ne vous connaissait pas. On nous a appelés de Paris pour nous demander de vous dire de cesser vos critiques de la politique africaine de la France. Ça se passe en mai 2021. De 2002 à 2021, ça fait combien d'années? 21 ans de citoyenneté française et 21 ans d'activisme, de militantisme, 21 ans de publication et de critique de la France-Afrique, sans discontinuer. Mais il a fallu l'arrivée d'un homme politique particulier à la tête de la France, qui a une compréhension particulière de la liberté de penser, de la liberté d'expression, pour que je sois convoqué. Et depuis le mois de mai 2021, je n'ai plus eu la paix et la sécurité assurées pour moi et ma famille ici en France. Monsieur Macron m'a fait subir toutes sortes de spoliations. Il m'a privé plusieurs fois de tous mes comptes bancaires, m'obligeant à vivre littéralement en essayant de trouver un moyen de tirer du cash, parce que je ne possède pas une fortune exceptionnelle. Monsieur Macron a fait fermer plusieurs fois mes comptes bancaires sans que j'ai commis la moindre faute. Monsieur Macron, que vous voyez, a rendu infernaux mes passages d'entrée ou de sortie dans les aéroports français. Je suis toujours l'objet de rétention de mes pièces d'identité quand j'entre et quand je sors. Rétention injustifiée. Les agents de police ne sont pas capables de me dire pourquoi. Avec mes avocats, nous avons porté plainte contre le ministère de l'Intérieur
de M. Moussa Darmanin, un descendant d'Algériens qui persécute un descendant de Camerounais en France. Le ministère de l'Intérieur a répondu à la justice qu'il est hors de question qu'ils disent les raisons pour lesquelles ils me pourchassent. Parce que si on me dit les raisons pour lesquelles on me pourchasse, je risque de me défendre. C'est écrit, hein? C'est ce qu'ils ont répondu à mes avocats. Je parle ici sous le contrôle du collectif d'avocats qui m'accompagne. Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubek, des barreaux de Lille et Bruxelles. Maître Alexis Iou, du barreau de Lille. Maître Sylvain Senda, du barreau de Bobigny. Sont avec, ici à Rouen, Maître Richard Sédio, les avocats qui m'ont accompagné dans le feu de la bataille judiciaire. Ils demandent à savoir pourquoi quand j'entre et je sors de France, je suis l'objet de tracasseries policières. Le ministère de l'Intérieur répond qu'il est hors de question de me dire pourquoi je suis l'objet de cette tracasserie, parce que si on me le dit, je risque de prendre des précautions pour me défendre. Il a fallu récemment un voyage en Angleterre pour que je bénéficie de la transparence des autorités britanniques, pour connaître le contenu de mon dossier français. En effet, me rendant pour une conférence du mouvement Génération et Peuple Solidaire en Angleterre, d'abord je suis retenu pendant près de 45 minutes par la police des frontières françaises de la gare du Nord. Sans raison, ils retiennent mon passeport, ils réapparaissent après, alors même que le train est déjà sur le départ, l'Eurostar. J'arrive quand même à la frontière britannique, et les Britanniques, dès qu'ils font passer mon passeport sur leurs appareils, voient rouge, et ils me mettent en garde à vue, et décident d'ouvrir une enquête sur moi, afin de me dire pourquoi ils m'admettent ou pourquoi ils ne m'admettent pas dans leur territoire. À l'occasion de cette enquête, la police britannique interroge ses homologues français. Que reprochez-vous à ce monsieur Franklin Nyamsi? Réponse de la police française, nous n'avons pas de reproche précis à vous faire. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il c'est un individu qui est fiché. Il est fiché. Il est fiché dans nos documents. Mais nous ne pouvons pas vous dire pourquoi. Les Britanniques demandent qu'il leur soit donné une liste de faits, d'infractions qu'aurait commises l'individu Franklin Nyamsi et qui justifie qu'il soit fiché. Qu'il soit considéré par les fichiers policiers français comme un individu soi-disant dangereux. La partie française répond par un RAS, rien à signaler, à la partie britannique. Alors là, la police britannique, Scotland Yard, et le Foreign Office qui ont investigué pendant 6 heures de temps sur mon cas. 6 heures pendant lesquelles je suis empêché d'entrer en Grande-Bretagne. Reviennent vers moi et me disent, Monsieur Nyamsi, nous avons interrogé nos homologues français sur votre cas, en leur demandant pourquoi vous étiez fiché. Nos homologues français nous ont dit que vous êtes fichés, mais qu'ils ne peuvent pas dire pourquoi. Or, le droit britannique dit qu'on ne peut pas traiter un individu comme coupable s'il n'y a pas de fait qui lui soit reproché. Comme il n'y a pas de fait qui vous soit reproché, pour le droit britannique, vous êtes un citoyen innocent. Et chez nous, en Grande-Bretagne, la liberté d'expression est respectée. Vous êtes libre d'aller et de venir autant de fois que vous voudrez en Grande-Bretagne. Présentez-vous systématiquement à notre frontière et dites-nous systématiquement où vous allez, de telle façon que nous soyons en capacité d'assurer votre sécurité sur notre sol. Voilà comment j'ai appris que le régime d'Emmanuel Macron m'avait fiché S. Alors que mes avocats ont demandé que ce soit à l'Agence nationale de l'information, ici en France, ou au ministère de l'Intérieur, de dire les faits pour lesquels je suis fiché. Vous êtes fiché quand vous avez commis une infraction grave, c'est-à-dire un délit ou un crime particulier, même pas tous les délits. Il y a des délits particuliers qui peuvent vous valoir un fichage. Mais je ne suis poursuivi pour aucun délit, pour aucun crime qui puisse justifier cela. Je ne suis poursuivi pour rien du tout. Et on me fiche. Et c'est là que j'apprends que sous le régime de Macron, le nombre de personnes fichées de cette façon a augmenté de manière exponentielle.
Au point que même un député qui a été récemment élu à l'Assemblée nationale s'avère fiché par Macron. C'est-à-dire que les Français peuvent être invités à élire quelqu'un qu'Emmanuel Macron, lui, se permet de ficher dangereux. Le député en question, de la France insoumise, il siège à l'Assemblée nationale, mais il est fiché S par Macron. Des dizaines de milliers de citoyens français, de toute origine, se sont retrouvés fichés sous le régime Macron, sans motif avéré. C'est comme ça que j'ai découvert cela. Et les Britanniques qui se sont penchés sur mon cas m'ont dit, mais this is seriously a problem. What are you doing? What is your job in France? J'ai dit, mais je suis professeur en France. How French people can consider you like a dangerous person, while at the same time, they give you the permission to teach to their children. Comment les autorités françaises peuvent-elles concevoir que quelqu'un qui est professeur de l'enseignement public depuis 2003, soit 21 ans, et qui a un dossier académique impeccable, comment cette personne-là peut être fichée? Alors que vous lui confiez depuis 21 ans vos enfants pour qu'il les éduque. Les Britanniques n'en revenaient pas. Les Britanniques n'en revenaient pas. Ils ont dit, there is something wrong in France. There is something wrong in France. We don't understand. So feel free, go and come in England. There is no problem for you here. Et pour tester ce que les Britanniques m'ont dit, je suis reparti en Angleterre après. Je suis allé, j'ai fait la conférence de Génération et Peuple Solidaire, et puis je suis reparti à une nouvelle invitation pour voir si ce qu'ils m'avaient dit était vrai. Quand je suis revenu passer, ils ont lu mon dossier, ils ont dit, oh, we know about you here, you have no problem in our country, but you have serious problem with two countries in this world. It's Mr. Macron's regime in France and Alassane Ouattara's regime in Ivory Coast. Parce que pour Ouattara, ils ont trouvé une notice dans laquelle il me présente comme un diable incarné. Regardez quelqu'un qui a fait plus de 12 coups d'État en Afrique de l'Ouest, Alassane Ouattara. Moi, j'ai fait 0 coup d'État de toute ma vie. Je n'ai jamais tenu une arme à feu. Même pour m'amuser, j'ai jamais tenu une arme à feu. Je n'ai jamais participé à une action militaire de toute ma vie. Alassane Ouattara écrit à toutes les autorités occidentales pour dire que je suis un individu très dangereux. Regardez le faciès asymétrique de Ouattara et sa démarche en point virgule. Tous les crimes, tous les morts qu'il a sur la conscience. C'est Ouattara qui fait des fiches sur un intellectuel politique, quelqu'un qui écrit des livres, qui donne des conférences. Les Britanniques m'ont révélé les 2 têtes du serpent qui cherchent à atteindre ma vie. C'est Macron en France, c'est Ouattara en Côte d'Ivoire. Tous les ennuis dans lesquels je me suis retrouvé depuis 2021 sont le fait de ces 2 régimes politiques. Je n'exonère pas le régime camerounais, mais Paul Biya se contente de m'empêcher de rentrer au Cameroun. Je lui ai même fait parvenir, quand Macron s'est mis à confisquer mon passeport français, à confisquer ma carte d'identité nationale française, au mépris du droit français. J'ai fait parvenir au président Biya une demande de renouvellement de mes papiers camerounais. Il a refusé. Il a répondu non. Parce que Paul Biya sait que le pouvoir de la parole de justice, le pouvoir de la plume libératrice des Africains, dont je suis porteur, sont l'antidote à un régime comme le sien. Quand j'aurai l'opportunité de rentrer dans mon pays natal, vous verrez le fruit de tout mon investissement intellectuel et spirituel pour l'éveil des Africains. Vous allez voir. Il y a des gens qui sont là, ils parlent, rentrent au Cameroun. Je vais rentrer. Mais non pas comme vous voulez, mais comme le peuple camerounais et Dieu le Tout-Puissant et moi-même, nous le voulons. Je vais rentrer. Vous allez voir. Donc, Biya, lui, sait quelle est ma valeur. Je n'ai jamais pris les armes contre lui. Je n'ai jamais été mêlé à un complot de coup d'État. J'appelle le peuple camerounais à la révolution citoyenne populaire. Par la révolution citoyenne populaire, des millions de Camerounais dans les rues du Cameroun ayant compris que nous devons changer de système politique pour pouvoir vivre heureux ensemble, nous changerons le Cameroun. C'est ce à quoi j'appelle. Biya sait ça. Donc il ne veut même pas que je vienne à Yaoundé ou à Douala parler. Or, il n'est pas éternel et il n'est pas tout puissant. Et les contradictions internes à son régime vont régler le cas de son régime. Et je vais rentrer. Et je vais parler à Douala. Je vais parler à Yaoundé. Je vais parler à Bafoussam. Je vais parler à Garoua. Je vais parler à mon peuple. Car je sais parler au peuple. Et je sais et j'ai appris
ces 30 dernières années, comment on sert un peuple. Si je suis un bon conseiller des plus grands dirigeants ouest-africains, ce n'est pas pour le pays dont je suis natif que je peux être un mauvais conseiller. Je serai un excellent conseiller, un excellent porte-parole du peuple camerounais. Attendez, il y a des épreuves sur le chemin. Je dois les traverser, je dois traverser le feu qui conduit aux grandes voies. J'en ai parfaitement conscience. Alors, mes adversaires, les partisans des aventuriers ambigus de Dakar, les partisans de Ouattara Draman, les moutons de Draman, va au Cameroun, va au Cameroun. À force de dire ça, vous allez hâter. Vous allez hâter mon destin. Au Cameroun, il y a un leader de l'opposition, le président Kamto, pour qui j'ai beaucoup de considération. Une bonne partie d'ailleurs de ma retenue dans les affaires camerounaises vient du fait que je lui ai reconnu depuis 2018 le leadership, l'initiative de la lutte dans mon pays. Mais il y a un temps pour chaque génération. Et il faut avoir la patience d'attendre son temps et de le saisir. Vous comprenez? Donc moi je ne suis pas quelqu'un qui critique les dictatures des autres pays en couvrant la dictature de son pays. J'ai toujours été opposant à la dictature camerounaise. Paul Biya le sait. Même quand je lui ai fait parvenir la demande de renouvellement de mon passeport camerounais, la condition qu'il a posée, c'est que je change de discours envers son régime. Donc il sait que je suis un fils du verbe, je suis un podol. Je suis un porte-parole du peuple camerounais. Et lui, il veut que je change de discours. C'est-à-dire que j'abandonne mon peuple pour m'accrocher à sa dictature moribonde. Alors que moi, j'ai choisi le peuple africain, servir le peuple africain en toutes circonstances. C'est ma boussole. Je peux me tromper de méthode, je peux me tromper d'analyse, mais mon axe est là. Vous comprenez? Donc, alors, ici en France, qu'est-ce que M. Macron n'a pas essayé depuis 2021? Il a tout essayé. Il s'est mis à fouiller dans mes affaires associatives pour essayer de m'accuser de malversation financière. Mais quelqu'un dont la fortune n'atteint pas 1 million d'euros ici en France, Macron, vous le traquez, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir quoi? J'ai 2 menus biens immobiliers en France que je paye avec mes revenus. C'est tout. C'est pas quelqu'un qui m'a donné, on m'a pas donné. Moi, on m'a pas donné un appartement à Paris, comme lui quand il commençait sa carrière politique. J'ai lu le livre de Marc Endeveld qui explique toutes les largesses de l'oligarchie financière envers M. Macron pour lancer sa carrière politique. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a donné les biens immobiliers que j'ai en France. C'est mon travail. Je ne les ai pas par pitié. Je n'ai pas détourné de l'argent en Afrique pour les payer. Je les paye avec mes revenus mensuels. Je suis le fruit du travail. Je n'ai jamais boudé l'effort. Où que j'ai été sur la terre, j'ai toujours gagné mon pain du jour. J'explique souvent aux gens que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 95, je travaillais au cours du soir et je gagnais 500 francs CFA, 600 francs CFA de l'heure, tout en poursuivant mes études à l'université. J'ai survécu avec 500 francs CFA, 600 francs CFA de l'heure et 25 heures de cours par semaine, tout en allant à la fac. Certains jours même à pied, parce que j'ai horreur d'être pris dans les transports pour un voleur de tickets. Quand je n'avais pas d'argent, je ne montais pas dans les bus à Abidjan. Quand je n'avais pas ma carte de circulation, je tapais à pied. Du campus de Cocody à Abobo Avocatier. Je maîtrise tous les raccourcis. Bon, la ville a changé, mais je maîtrisais tous les raccourcis. Moi, je suis un Johnny Walker de très haut niveau. J'ai toujours vécu avec mes moyens. Tu me mets dans une case, je vis comme on vit dans une case. Tu me mets dans un palais, je vis comme on vit dans un palais. Ça, c'est l'éducation que j'ai reçue. Donc, vous parlez de quoi? Donc, il s'est mis à s'intéresser à ma vie économique, M. Macron. Il m'a enlevé 3 mois de salaire l'année passée, 3 mois. J'ai porté plainte pour ça. Des magistrats accroupis à ses ordres empêchent la plainte de prospérer. J'ai porté plainte. Et je continuerai à porter plainte. Alors, on s'intéresse à mes revenus, on essaye d'y trouver des failles pour m'accuser de choses et d'autres. Ça ne tient pas debout, on essaye, on tâte, on recommence. Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que je suis une voix qui est écoutée par les Africains,
Parce que je suis une voix qui galvanise, qui éveille, qui rend le continent natal de l'homme indomptable. Il faut m'éteindre. Mais écoutez, j'ai déjà publié 3000 conférences. Vous pouvez quand même pas les effacer toutes. Elles sont stockées, elles existeront toujours. Si vous ne les gardez pas dans les réseaux que vous contrôlez, elles seront diffusées dans les réseaux que vous ne contrôlez pas. J'ai produit plus de 30 livres, mais ils existent. Et il est probable qu'ils vont me survivre. Vous ne pourrez pas les effacer tous. Moi, j'ai écrit plus de livres que M. Macron. Oui, c'est vrai, j'ai donné même plus de conférences, d'éveil et de libération que lui. Au bilan intellectuel, je ne pâlis pas devant lui. J'ai une plus grande production intellectuelle que M. Emmanuel Macron. Et au service de l'émancipation des peuples, je suis en avance. Je suis plus utile à l'humanité que lui. Le peuple français se plaint de lui, les peuples africains se plaignent de lui. Moi, les peuples africains me soutiennent et le peuple français me découvre. Voilà la vérité. Donc, il tourne depuis lors autour de moi comme un vautour, essayant de voir à quel moment me frapper, me détruire, parce que cela lui permettrait de contrôler l'opinion africaine dans sa guerre informationnelle, et cela lui permettrait de poursuivre les plans qu'ils ont de tenter de recoloniser l'Afrique par tous les moyens possibles, en imposant des dirigeants indignes à la tête des pays africains. C'est ce qu'il est en train de faire. Ils ont envoyé des journalistes ici pour m'interviewer, France 24 et RFI. Comme je n'ai rien à cacher, parce que je ne mène aucune activité qui soit une activité dangereuse pour mes concitoyens d'adoption de France, je ne suis pas un terroriste. Je suis un défenseur de l'émancipation africaine, c'est tout. Je les ai laissés venir ici. Ils étaient très surpris de voir la modestie de l'espace dans lequel je vis. Peut-être qu'ils s'attendaient à entrer dans un palais rempli d'or. Ils sont arrivés dans une maison remplie de livres. Il y a des livres partout. N'eût été la contrainte même du partage de l'espace avec ma famille, il y aurait des livres partout, il n'y aurait que des livres ici. Mais je ne peux pas envahir l'espace de vie des miens. Mais ils ont trouvé une maison remplie de livres. Déjà, ils étaient choqués. Ah, vous vivez parmi ces choses-là? Oui. Ici, là, le savoir règne. La connaissance règne. On apprend toujours. Personne ne s'ennuie dans ma maison. Aucun de mes enfants ne peut se lever et dire « je ne sais quoi faire ». Je lui dis juste « regarde autour de toi ». Ici, là, tu ne peux pas ne pas savoir quoi faire. Tu as trop à faire. Soigne ton corps, soigne ton âme. Développe ton esprit. Prépare-toi à affronter ta vie. Il y a tout ce qu'il faut ici pour ça. Tu as l'environnement matériel nécessaire et tu as l'environnement culturel. Tu ne peux pas dire que, papa, là où j'ai grandi là, j'ai pas pu apprendre quelque chose. C'est pas possible ici. C'est tout. Ils arrivent là, ils font 3 heures de temps avec moi. Ils essaient de faire promener leur caméra partout. Mais moi, j'avais aussi préparé la maison pour qu'ils promènent leur caméra. Pendant que eux, ils promenaient leur caméra, mes caméras aussi les voyaient. Ou bien, c'est pas chez moi ici. Tu viens avec tes micros dans ma maison. Mais est-ce que j'ai pas le droit d'avoir des micros chez moi? Ils commencent, ils posent toutes sortes de questions, ils tournent, ils montent, ils descendent. Ils avaient en fait une seule question pour laquelle on les avait envoyés. Les journalistes de RFI et de France 24. Ils étaient venus avec une seule question. Vous savez la question qu'ils m'ont posée? J'ai enregistré la question, hein. Elle est disponible sur ma page YouTube. J'ai la vidéo. Je les ai enregistrées. Voici la question pour laquelle M. Macron les a envoyés chez moi. Écoutez bien, et que nul n'oublie mon témoignage. Est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Je recommence une deuxième fois la question pour laquelle ils se sont déplacés chez moi ici. Est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre quelque part le pouvoir en Afrique? Ça, c'est une deuxième fois. Une troisième et dernière fois. Ce pourquoi ces journalistes sont venus ici. C'était la question suivante. Vous, Franklin Nyamsi, est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Ça s'appelle une proposition indécente, proposition diabolique. J'ai répondu, et comme je savais que c'était enregistré et que j'allais mettre ça à votre disposition, j'ai répondu très vite et très bien. Il est hors de question que je participe à quoi que ce soit consistant à
choisir les leaders africains, les dirigeants africains de l'extérieur. Seuls les peuples africains ont le droit de choisir leurs dirigeants. Je ne participerai à aucune opération de cette nature. Astaghfirullah, job vrai de Dieu. Quand j'ai dit ça, j'ai vu le visage de mes deux interlocuteurs pâlir, s'assombrir, s'affadir. Leur visage s'affala et ça fait ça. Le but de la mission n'était pas atteint. Ils n'avaient pas obtenu ma capitulation. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais publié la totalité de l'interview. Parce que dans l'interview, je leur ai donné une leçon de décolonisation. Pendant 1h55, je leur ai donné une leçon de décolonisation. Ils ont avancé toutes les objections que les Français les plus cultivés, mais en même temps, les néocolonialistes et impérialistes les plus déguisés, les plus hypocrites de ce pays. Toutes les objections qu'ils sont habitués à opposer aux Africains. Ils me les ont opposées, je les ai cassées en 1000 morceaux. Et je leur ai rendu le confetti. Intellectuellement et méthodiquement. Tous les sujets qui fâchent entre la France et l'Afrique, ils les ont évoqués et j'ai répondu calmement en utilisant des arguments et des faits. L'un des arguments qui leur a fait le plus mal ce jour-là, c'est un argument tiré d'une enquête de France 24, publiée le 30 juillet 2014 par France 24, sous le titre « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Quand j'ai sorti cette preuve-là, ils ont eu mal au cœur. Ils m'ont dit « Mais c'est pas gentil, vous utilisez ce que nous disons nous-mêmes contre nous. » Je dis « Non. Je voudrais saluer pour une fois les rares journalistes de France 24 qui ont correctement fait leur travail. C'est vous-même qui, en 2014, publiez une enquête pour dire « C'est nous qui finançons les criminels du Sahel. C'est nous qui donnons plus de 200 millions d'euros par an, sous couvert de libérer des otages. » Et c'est ce qui permet à Al-Qaïda et l'État islamique de renflouer leurs caisses et de recruter les miséreux qui s'en vont assassiner leurs propres frères pour les puissances impérialistes et leurs multinationales aux estomacs sans fond. Ils étaient ici. Ils sont venus jusqu'ici. Quand ils sont sortis de là, ils ont monté une émission spéciale pour me présenter comme un agent de la Russie. Moi, Kémy Séba, Nathalie Yambi nous ont alignés dans un reportage. On est des agents de la Russie. Seigneur, je me pose la question. Quelqu'un qui, depuis plus de 25 ans, produit une œuvre anticolonialiste, produit une œuvre d'émancipation des Africains. Vous pouvez tracer mon œuvre. Vous pouvez tracer mes vidéos. À quel moment j'ai même parlé de la Russie? À quel moment j'ai parlé de la Russie dans mon œuvre? Mais quand la Russie, changeant sa politique africaine, a repris langue avec les mouvements souverainistes africains. C'est là où j'ai parlé de la Russie parce que elle est redevenue un acteur majeur de la géopolitique africaine. Mais ils ont accès à tous mes ordinateurs. Tous mes téléphones qui sont ici en France sont sur écoute. Avec leur Pegasus, ils entrent dans nos Telegram, ils entrent dans notre WhatsApp, ils entrent dans nos iPhones, ils entrent dans tout. Ils entrent dans toutes les machines que je peux avoir dans ce bureau. Donc, ils ont largement les moyens de savoir que je ne suis pas financé par la Russie et que je ne reçois aucune instruction d'une quelconque autorité russe. D'autant plus qu'ils savent que mon œuvre est produite avec les mêmes thèmes depuis très longtemps. Je suis constant dans mon combat anticolonialiste, dans mon combat panafricaniste, dans mon combat décolonialiste. Je suis constant et on peut me retracer à partir au moins de mes 18 ans, quand j'arrivais à l'Université nationale du Cameroun, à Yaoundé. On peut trouver mes premiers textes publiés sur ces questions à partir de cette année-là. Et j'entre dans la presse camerounaise par des tribunes à partir de 1991-92. Il est peut-être encore vivant, Dieudonné Lezeux, mais vous pouvez demander à mon collègue, le professeur Blaise Pascal Touoyen. Vous pouvez aussi chercher un de mes collègues et amis de la même époque, Boniface Pem, qui vit entre l'Italie et le Cameroun maintenant. Nous avons commencé à écrire sur la question émancipatrice africaine. Nous, on avait 18-19 ans. On était étudiants à la fac. Et déjà, on était dans les journaux pour dire qu'il y avait quelque chose à faire. Et je n'ai jamais changé de thème. Ceux qui m'ont connu en Côte d'Ivoire m'ont vu plusieurs fois dans les conférences, les actions en ce sens. Ceux qui m'ont connu en France,
à Poitiers, à Nantes, à Lille, ils me connaissent dedans. Est-ce que c'est la Russie qui m'a fait prendre conscience de mes devoirs d'Africain? Et maintenant, eux là, Macron et toute son administration, toute sa police secrète, toute sa tchéka, ils ont accès au contenu de tous mes téléphones. Ils ont écumé tous mes comptes bancaires. Le 10 septembre, ils me convoquent encore sans doute pour me poser des questions tordues. Pour me chercher des poux sur une calvitie que je n'ai pas. Où ont-ils vu une instruction ou de l'argent russe? Est-ce que moi j'ai besoin d'argent russe? Normalement, quelqu'un qui a mon niveau de formation a-t-il besoin d'argent russe pour vivre? Si l'Afrique fonctionne optimalement comme elle doit fonctionner, est-ce que quelqu'un qui a mon niveau de formation et qui a mon niveau de contribution à l'éveil de son peuple, est-ce que je dois manquer de quelque chose? Honnêtement. Même ici en France, je fais partie de la classe moyenne haute. Ah oui, les revenus au-dessus de 3500 € par mois. Ici en France, là, c'est considéré comme des revenus de la classe moyenne haute. 3500, 3600. Parfois 4000 par mois en enseignant. Donc, comment quelqu'un comme moi peut être aussi naïf pour sacrifier un engagement au nom duquel j'ai choisi de travailler pour vivre? Parce que dans mon pays natal, le Cameroun, si j'avais adhéré aux jeunesses du RDPC, j'aurais eu une carrière matérielle fulgurante. Le président Biya, il est encore vivant, l'a dit à plusieurs interlocuteurs communs. Ah, je ne comprends pas ce que ce garçon cherche dans la souffrance. S'il avait pris en compte le fait que je maîtrise la situation au Cameroun, il y a longtemps, il y a de la place ici. Ah, je ne comprends pas ces enfants. Ah, le pays ne peut pas changer du jour au lendemain. Je dois dire qu'il est intelligent, mais il ne s'adapte pas beaucoup aux situations. Ah, j'ai plusieurs gens qui ont son niveau ici, travaillent, ils ont à manger, et ils ne faut pas chercher ce qui va te dépasser. Maintenant qu'il demande que je renouvelle son passeport, il sait très bien ce qu'il doit faire pour que je renouvelle. Et il suffit qu'ils disent que le président Biya, bon, je l'ai critiqué, mais c'est un grand sage, c'est un visionnaire. Je n'avais pas bien... Mais qu'il parle comme genre de Dieu, Momo. Il n'a pas vu Momo. Est-ce qu'il n'a pas vu Issa Chiroma qui est ici à côté de moi? Qu'est-ce que Chiroma n'a pas dit sur moi? Ah bon, maintenant il soutient Kamto. Mais Kamto était mon ministre. Il n'a pas entendu Kamto chanter mes louanges ici. Ah, je suis le coucouma national. Il faut lui dire que tant que je suis là, ah ben il n'est pas là. Voilà ce que le vieux Grigou du Cameroun dit. Quand moi je lui demande simplement de respecter mes droits, si, soi-disant, il aurait un éveil panafricaniste, nationaliste tardif, lui qui est un pur produit du néocolonialisme français, mais donnez-moi mes papiers camerounais, puisqu'on me menace ici tous les jours. On me torture tous les jours ici, quand j'entre et quand je sors. Vous êtes là. Vous faites dire sur Afrique Média à vos gens que vous êtes un grand dirigeant panafricaniste. J'envoie quelqu'un vous voir, aller dans votre cabinet, dire que je souhaite le renouvellement de mes papiers camerounais. Vous refusez. Où est donc votre soi-disant panafricanisme que vous faites vanter sur Afrique Média? Et puis il y a des millions de Camerounais qui sont privés de leurs droits par le même subterfuge. Il faut qu'ils fassent allégeance à un parti moribond qui représente tout ce qu'il y a de négatif dans l'histoire de l'Afrique. Voilà la difficulté d'un intellectuel politique comme moi, qui refuse de soutenir l'injustifiable. Je peux m'être trompé. J'ai toujours dit aux Ivoiriens que je me suis trompé sur Ouattara. Je n'aurais jamais dû le soutenir. Je me suis trompé. Mais celui qui s'est trompé et qui tire une leçon de son erreur, il est infiniment préférable à celui qui n'a jamais pris de risque et donc qui ne se trompe jamais, parce qu'il ne prend aucun risque. Il n'y a personne qui se trompe jamais ici dehors. Mais sur le Cameroun, je ne me suis jamais trompé. Sur mon pays natal, je ne me suis jamais trompé. Je n'ai jamais accordé un blanc-seing au dictateur de mon pays natal. Ni Ahidjo ni Biya ne représente mon idéal politique. Bon.
Je vous raconte toutes ces choses-là pourquoi? Pour vous dire que, en revenant hier du Mali en France, je viens par ce dernier épisode. Bon, je savais que, comme d'habitude, je serais l'objet de tracasserie, mais je n'imaginais pas que M. Macron allait franchir certaines limites. J'étais en compagnie de ma famille. Comme je vous l'expliquais, je suis époux d'une franco-ivoirienne, française de naissance, de filiation réunionnaise. Vous comprenez? Ça veut dire que mes enfants sont français de naissance, par la voix de leur mère. Et ça pose un vrai problème à Macron. Parce qu'en fait, je vous le dis ouvertement, et j'aborde la dernière partie de cette conférence. Quelles sont les perspectives personnelles? Emmanuel Macron cherche des angles pour me déchoir de la célébrissime, extraordinairissime nationalité française. La solution qu'il a appliquée contre notre frère Kémy Séba, c'est elle qu'il essaye de chercher contre moi. Il cherche des angles pour faire cela. Mais dans mon cas, il se retrouve dans une complication assez singulière. C'est que mes enfants sont français de naissance. Mon épouse est française de naissance. Je dis de naissance, pas de naturalisation. Alors, comme je suis le mari de mon épouse et le père de mes enfants, et je l'ai déjà dit, je le répète ici, écoutez bien, si vous apprenez que Emmanuel Macron a fait signer un décret pour me déchoir de la nationalité française, je ne demanderai jamais le rétablissement de cette nationalité. Je recommence une deuxième fois. Si M. Macron applique contre moi la solution qu'ils ont cru bon d'appliquer à Kémy Séba qui lui est français de naissance, puisqu'il était né en France, de parents déjà français. S'il m'applique à moi cette solution, je ne demanderai pas le rétablissement de la nationalité française, mais mes droits en tant qu'époux de française de naissance, en tant que père de français de naissance, je vais les revendiquer. Parce que c'est pas M. Macron qui a acheté mes biens. C'est pas lui qui a travaillé pour moi en France. Les biens pour lesquels j'ai travaillé, les biens pour lesquels c'est mon travail, ma sueur qui a coulé, je les défendrai. Et les droits de mon épouse et de mes enfants, français de naissance, seront défendus. Ceux-là, ils seront farouchement défendus. Peut-être que ce sera peut-être le début de la sortie de tous les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer de la soi-disant République française. Le cas que Macron cherche sur moi, c'est le cas le plus compliqué pour lui. Puisque, imaginons qu'il me déchoit de la nationalité française. Comme je ne vais pas demander à ce qu'on la rétablisse, ben, j'aurai droit à un titre de résident, puisque je suis époux de française de naissance. Alors, il faudrait que M. Macron pousse le ridicule jusqu'à déchoir de la citoyenneté française des Français de naissance. Ce qui sera un très grand message à la Martinique, un très grand message à l'île de la Réunion, un très grand message à la Guadeloupe. Parce que ça voudra dire que tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Réunionnais peuvent être déchus de la nationalité française du jour au lendemain. Est-ce par moi que Macron va ouvrir cette boîte de Pandore? C'est son problème. Donc écrivez bien que j'ai dit. Moi, je n'ai pas demandé à être déchu de la nationalité française. Si Macron mène la procédure, je ne ferai pas de contre-procédure pour être rétabli. Par contre, il lui appartiendra de me donner un titre de résident. Parce que comme je suis époux d'une Française et de père d'enfants de naissance française, il ne peut pas me séparer de ma femme et de mes enfants. Il me donnera donc une carte de résident, un titre de résident, peu importe lequel. J'aurai le droit d'entrée et de sortie de France, puisque je suis père d'enfants français et époux de Français de naissance. Ça se passera comme ça. J'aurai le droit d'aller et de venir. Ou alors, ça va être la boîte de Pandore, parce que à ce moment-là, on va devoir montrer à Emmanuel Macron que l'Afrique est plus puissante que ce qu'il pense. Bon, sur ce sujet-là qui a été débattu, je vois les petits voyous de Sonko et de Diomaye qui se promènent sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai été très utile positivement au peuple français depuis que je suis citoyen français. Je suis enseignant ici, j'ai formé de 2003 à ce jour, pendant plus de 21 ans, j'ai formé combien de générations? De 2003 à maintenant, ça fait pratiquement 19 ans à 20 ans.
J'ai formé combien de générations d'élèves et d'étudiants de la classe terminale des lycées à la 4e année des universités. J'ai formé combien de générations? Vous pensez que les jeunes Françaises et Français qui m'ont eu comme professeur de philosophie, ils me crachent à la figure? Vous pensez qu'ils sont contents de ce qu'ils entendent M. Macron dire de moi? Vous pensez que j'ai eu un seul élève? J'en ai pas un seul qui puisse me présenter tel que M. Macron essaie de me présenter. J'ai formé, je forme, j'ai transmis de la connaissance, de la dignité, de l'excellence aux jeunes Français. Donc, si la récompense pour cela, de la part de l'autocrate Macron en pleine dérive, c'est de signer un décret pour me déchoir de la nationalité française, comme je ne veux pas demander à Macron un service, je ne demanderai pas qu'elle soit rétablie, mais je n'accepterai pas que mes droits acquis soient piétinés. Ça ne se passera pas comme ça. Vous comprenez? Voilà. Je défendrai les droits des miens. Monsieur Macron pourra, s'il le veut, partir avec la nationalité qui garantit l'entrée au ciel. C'est son problème, mais je poursuivrai mon engagement. Et si monsieur Macron pense que par là, il me rendrait pauvre et misérable, je me permets de lui dire qu'il se trompe. Comme le dit souvent mon leader ivoirien, Guillaume Soro, quelquefois le chemin que vous prenez pour échapper à votre destin est celui par lequel vous l'accomplissez le mieux. Donc voilà un peu ce chapitre. Le 10 septembre 2023, à l'hôtel de police de Rouen, avec mes avocats, avec mes compagnons de lutte, nous nous rendrons à cette énième convocation qui n'est rien d'autre qu'une succession de persécutions organisées par M. Emmanuel Macron contre moi. Vous serez informés en mondovision et en direct de toutes les actions menées par M. Macron contre moi. Et vous, peuple africain, des diasporas et du continent, vous êtes mon soutien. Vous êtes ma base. Donc, vous suivrez en mondovision, eh bien, le duel, l'épreuve, la torture, la persécution que M. Macron m'impose, et vous agirez en conséquence. Vous suivrez en mondovision la persécution, la torture que M. Macron m'impose, et vous agirez en conséquence. Où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, je vous laisse face à votre conscience. Si c'est pour nous que je me bats, vous ne me laisserez pas seul. Et je ne suis pas seul. Et de toutes les façons, vous savez très bien qu'on me retrouvera toujours à la bataille de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains. C'est ainsi qu'il sera dit de moi. C'est quelqu'un qui aimait son peuple, c'est quelqu'un qui aimait la vérité, la justice, et qui les a servis avec énergie. Alors, c'est pas maintenant à 52 ans, après plus de 30 ans d'un engagement actif, que je vais cracher sur mes pompes. Non. Je continue. Car je n'ai rien fait de mal à personne. Je n'ai fait que ce qui est juste. Alors, je veux vous dire cela. Je suis donc rentré hier en France. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait qu'on ait voulu humilier et torturer mes enfants. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que Emmanuel Macron ait donné des ordres pour que l'on me sépare de ma famille. Qu'une policière vienne éloigner mes deux derniers enfants, avec lesquels je m'étais présenté au poste frontière. Une policière est venue les prendre de mes mains, puis moi m'amener en garde à vue, ayant récupéré mon passeport et celui de mes deux derniers enfants. Sans motif. Il a fallu à cette policière aller chercher mon épouse et ma fille aînée, qui étaient déjà au stand de la récupération des bagages. Cette policière leur a confié mes deux derniers enfants et en a profité pour leur retirer aussi leur passeport. Et les amener au poste de police où, sans explication, j'étais en garde à vue. Ce qui me fait mal là-dedans, je sais pas, M. Macron n'a pas d'enfant. C'est peut-être pour cela qu'il ne sait pas la douleur d'un père qui voit humilier ses enfants ou qui se fait humilier devant ses enfants. Je n'oublierai et je ne pardonnerai jamais à Emmanuel Macron ce qu'il a fait hier à ma famille.
à l'aéroport de Paris-Orly. Je prends le peuple français à témoin. Monsieur Macron s'attaque à ma famille. Monsieur Macron s'attaque à mes enfants. Hier, pour la première fois de leur vie, mes enfants se sont retrouvés entre les mains d'une agente de police, une agente inconnue, qui est allée chercher leur mère et leur sœur aînée dans l'aéroport pour les leur confier, puisque moi, j'étais séparé de force de mes enfants. Monsieur Macron organise tout cela pour mettre ma famille en état de fragilité mentale, pour les traumatiser. Il le fait pour m'humilier, me traumatiser, et croit-il m'infliger la plus grande des peurs, celle de la perte des êtres qui nous sont chers. C'est ce que M. Macron a conçu pour moi. Il m'attendait, c'était un véritable traquenard à l'aéroport de Paris-Orly hier. Le dimanche, en général, cet aéroport est vide. Les bagagistes me l'ont dit. Moi seul, j'étais attendu. Même quand il a fallu, après avoir récupéré les bagages de la famille, franchir le contrôle de douane, nous sommes la seule famille qui a été contrôlée. Quand ils ont fini de nous contrôler, ils sont partis du poste de douane. Parce que le dimanche, en général, comme il n'y a pas beaucoup de vols, le poste de douane est vide. Et ils ont fouillé tous nos sacs. Même nos sacs de cabine ont été passés à sac. Or, vous savez que les sacs de cabine sont contrôlés à toutes les entrées, à toutes les sorties de frontières. Les sacs de cabine, même ça, ils ont fouillé. Ils étaient 7, et ils m'encerclaient avec les miens, et ils ont tout fouillé. Et quand ils ont fini de nous fouiller, ils sont partis, ils ont laissé le poste de douane vide. Toutes les autres personnes, avec même davantage de bagages que nous, sont passées sans fouille. La mission était claire. Humiliez-le à son retour en France. Montrez-lui qu'il est persona non grata en France. Mais je voudrais dire à M. Macron, j'ai consulté les archives de la résistance française. Vous savez pourquoi moi je ne baisse pas le regard devant quelqu'un ici en France? Parce que mes ancêtres de ma famille ont combattu pour libérer les Français. Allez sur les sites institutionnels, les archives françaises de la guerre de 14-18. Allez sur les sites institutionnels, les archives françaises de la guerre de 39-45. Faites juste une enquête sur le nombre de Niamsi qui s'y trouvent. Moi, je suis un descendant de plusieurs de ces Niamsi-là, qui étaient ici, qui sont morts au combat pour la France. Donc, je ne marche pas en France comme un esclave, je marche en France comme un libérateur. Je suis un libérateur du peuple français, parce que je suis descendant fier des Africains qui ont perdu leur vie pour que les Français soient libres. Pendant que l'écrasante majorité de la population française se cachait dans ces villages, ces chaumières, dans ces appartements, dans ces campagnes, les Africains aux premières lignes affrontaient les nazis. Je fais partie des descendants de ces Africains. D'accord? Donc, on ne peut pas me faire peur. Je suis un mortel, mais on ne peut pas me faire peur. Ceux dont je descends n'eurent pas peur. Ils perdirent même la vie pour la cause d'un peuple qui leur était inconnu. Moi, j'ai la conscience de l'histoire. Quand je marche en France, je regarde toute Française et tout Français comme un être humain, à part entière. Et je lui impose de me regarder comme tel. Car je suis de ces Africains qui ne seront jamais soumis à des colons. Jamais. Je suis de cette génération, les Africains insoumis. Personne ne pourra dire, j'étais le patron de sa conscience. Personne. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, ils m'attendent pour m'humilier. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent ma détermination. Ils s'attaquent maintenant à ma famille. Ils renforcent la conscience de mes enfants. La conscience de ma famille. Ah, le combat que papa mène, c'est donc un juste combat parce qu'on n'a rien fait de mal. Macron s'attaque à nous. Oui, hier, à l'aéroport, j'étais avec la petite Emma et son frère aîné Théo. Emma, 5 ans, Théo, 12 ans. Ils ont vu la policière récupérer les passeports.
Ils ont vu la policière me séparer d'eux. Bon, la policière me sépare des enfants au motif qu'elle va les remettre à leur mère. Une autre m'amène sur le poste et au moment où on m'amène sur le poste, en fait, en réalité, on utilise les enfants comme un appât pour récupérer le passeport de la mère et de la grande sœur. Tout ce monde-là, privé de ces documents, pour quel motif? S'il y avait un motif, pourquoi est-ce que je sors de la garde à vue, 1 heure plus tard, on me remet tous les documents et on me laisse partir? Pourquoi m'arrête-t-on alors qu'on n'a aucune raison de m'arrêter? Mieux, pourquoi arrête-t-on ces êtres innocents? Puisque la responsabilité est individuelle, en droit. Si on me reproche quelque chose, mais pourquoi on se permet d'entraver la liberté d'aller et venir de mes enfants, de mon épouse? De quel droit il fait ça? Emmanuel Macron pense-t-il que les Africains sont des sous-hommes? Nous allons lui montrer que nous ne sommes pas des sous-hommes. Moi, je ne suis pas un sous-homme. Je ne me soumettrai jamais à M. Macron. Je le lui dis en Mondo Vision. Je ne me soumettrai jamais à personne, si ce n'est à Dieu. Personne. Si tu n'es pas dans la vérité et la justice, il ne faut pas compter sur ma compagnie. Je ne serai pas avec toi, qui que tu sois. D'accord? C'est comme ça que je vis. Donc, il peut continuer à nous humilier. En nous humiliant, croit-il? En réalité, sur le plan de l'estime des Africains et même des Français, il nous élève. Désormais, Franklin Nyamsi et sa famille sont une famille persécutée de France par Emmanuel Macron. Et la terre entière le sait. Macron le sait. Pour faire taire un intellectuel franco-africain, on recourt à la persécution appliquée même à sa famille. En 2024 en France. Au même moment, toutes les familles politiques françaises se plaignent de dictature. Quelqu'un qui a perdu les élections législatives maintient des ministres illégitimes au gouvernement de la France. Refuse de nommer la première ministre issue du parti qui est arrivée en premier aux législatives pour que celle-ci constitue un gouvernement. La dictature ténébreuse qui s'abat sur la France. Elle ne s'abat pas que sur les Noirs et les Arabes, mais elle s'abat d'abord sur eux parce que l'élite politique française, tout bord confondu, a grandi avec l'idée de la supériorité du blanc sur le noir, du blanc sur l'arabe, du blanc sur le jaune. Cette idée stupide, saugrenue, incongrue, n'a toujours pas quitté les cerveaux les plus tendres en hexagone. Nous allons l'enlever, cette idée. Nous allons l'estirper, nous allons en faire du confetti. On s'en fout de ça, comme on dit à Abidjan. On s'en gaba de celui qui pense qu'il nous est supérieur. En quoi? En quoi quelqu'un est-il supérieur à l'autre parce qu'il y aurait une... Je ne suis pas pour un racisme antiraciste. Je suis contre toute forme de racisme. Je suis opposé à toute forme de racisme. Aucun être humain n'est supérieur à un autre en raison de la couleur de sa peau. Jamais je ne pactiserai avec une absurdité, ni avec le contraire de l'absurdité. Une absurdité contraire est souvent encore plus absurde que l'absurdité qu'elle contrarie. Je ne suis pas un raciste antiraciste. Tous les êtres humains sont des créatures du même principe suprême, du même être suprême, le Dieu Tout-Puissant, le maître de l'univers. Mais il est hors de question qu'il y ait des êtres humains qui continuent à croire qu'ils peuvent se comporter avec les autres comme ils se comportent avec des objets. Voilà pourquoi je dénonce ouvertement et fermement la dictature française. Je dénonce ouvertement et fermement M. Emmanuel Macron, actuel président de la République française, et je l'accuse d'être auteur de la persécution que je subis. Je veux que nul n'en ignore. Toute difficulté qui m'arrive, vous savez que c'est lui. Et vous agirez tous en conséquence. Donc je ne vais pas passer à gauche et à droite. C'est pas l'officier, le capitaine de police qui me convoque à Rouen. C'est même pas Moussa Darmanin. Tout ça, ce sont des exécutants. C'est l'Élysée qui est à la manœuvre. Dans le cadre de ce que M. Macron a décrété, sa guerre informationnelle. Et je peux lui dire qu'il va la perdre. Il va perdre la guerre informationnelle contre les panafricanistes, contre les souverainistes, contre l'Afrique souveraine, l'Afrique libre. Les Africains éveillés du continent africain, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, ne se soumettront plus. C'est terminé.
Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous perdrez. Parce que désormais, la lumière puissante de la vérité et de la justice dans la relation franco-africaine, elle éclaire contre vents et marées. Même les tréfonds les plus ténébreux de vos consciences sont perturbés par vos mensonges. Ils sont perturbés par votre déni de vérité. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, venez ici. Monsieur Chirac, venez ici. Venez. Je ne vous ai pas donné la parole aujourd'hui. Je ne pourrais pas finir une conférence aussi importante sans vous donner la parole. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que nous avons en France? Venez ici dire ça, Chirac. C'est grave. L'Afrique, Chirac, l'Afrique, l'argent des Africains. Hein? Monsieur Chirac, sortez de votre tombe. Excusez-moi de vous déranger. D'où vient l'argent que nous avons en Afrique? Oui? On oublie seulement une chose, Oui. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Voilà. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, Oui, monsieur Chirac. pour rendre aux Africains, Ouais. je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, monsieur Chirac, vous pouvez aller vous reposer, c'est bon. Bon, tout le monde a compris, c'est parce que je demande de rendre à l'Afrique tout ce qu'on lui a volé depuis des siècles qu'on veut me faire la peau. Mais nous sommes des millions, des centaines de millions et bientôt des milliards d'Africains qui le pensons et qui le disons. Ils ne pourront pas nous faire la peau à tous. Et la justice de l'histoire rétablira la mémoire de tous les nobles africaines et africains de tous les temps. Donc nous n'avons pas peur, nous menons le bon combat. La seule peur que j'ai, c'est de trahir. D'accord? Tant que je ne trahirai pas, je n'aurai pas peur. Parce que je sais d'où je viens, qui je suis et où je vais. Je sais ce que je veux laisser. Je sais quel héritage je veux laisser à l'histoire. Donc, retour à la musique et on va pouvoir se séparer. Ça fait plus de 2 heures que je vous entretiens, 2 heures et 23 minutes. Je pourrais vous parler comme cela toute la journée. Je voulais vraiment alterner l'analyse, la critique et la protestation dans cette conférence. J'espère que j'ai atteint ces objectifs. Peuples africains, la respectabilité de vos serviteurs est entre vos mains. Que ceux qui nous piétinent aient l'occasion de savoir que nous sommes, nous, Africains désormais, les maîtres de notre histoire et les maîtres de notre continent. C'est nous. C'est nous les maîtres de notre histoire et de notre continent. Ceux qui ne s'en sont pas encore rendus compte, ils le verront à l'occasion des persécutions qu'ils veulent nous infliger. Ils vont voir les conséquences de leurs actes. Et on dit c'est conséquences qui conseillent. Conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Vous suivez les choses et vous agirez en conséquence. Vous qui êtes en Amérique, vous suivez les choses et vous agirez en conséquence. Vous qui êtes en Europe, vous suivez les choses et vous agirez en conséquence. En Asie, vous suivez les choses et vous agirez en conséquence. Dans les 2 océans, vous suivez ce qui se passe et vous agirez en conséquence. Consultez votre conscience. Le continent africain est pleinement au courant des choses et il agira en conséquence. L'œuvre doit se poursuivre. Contre vents et marées, l'Afrique doit être respectée. En Afrique et hors d'Afrique. C'est ce pourquoi nous nous battons. Ce n'est pas pour dominer quelqu'un, c'est pour que plus personne ne nous domine.